Bonjour, donc je vais vous faire un point sur les consommations d'énergie dans les chais avec des résultats en Bourgogne et des perspectives. 4 points pour mon intervention. Tout d'abord, les résultats de l'enquête régionale qui a été réalisée sur les consommations d'eau et d'énergie dans les chais. Ensuite, un point sur des répartitions mensuelles de consommation et des suivis qui ont été faits sur plusieurs campagnes. Un focus sur les sites à dominante de vin rouge élevé en fût, et puis des perspectives qui constitueront ma conclusion. Tous ces travaux sont réalisés avec le soutien de l'ADEME Bourgogne. Donc pour le premier point, les résultats de l'enquête régionale sur les consommations d'eau et d'énergie. C'est un état des lieux qui a été réalisé en 2011-2012, donc par la Chambre d'agriculture de Bourgogne, en partenariat avec l'ADEME, le BIVB. Et à cela, j'ai rajouté un diagnostic qui a été réalisé en 2013. En tout, cela fait 45 questionnaires collectés, dont 42 pour lesquels on connaît le volume de vinifié et les consommations d'eau et d'énergie. En répartition géographique, je vous ai mis dans le tableau pour montrer que les 3 départements de la Bourgogne viticole sont concernés, 21 sites en Côte d'Or, 15 sites en Saône-et-Loire et 9 sites dans l'Yonne. Ces sites sont répartis en fonction de la couleur des vins produits. Pour mieux comprendre les résultats. Donc, il y a 22 sites qui sont à dominante de vin rouge, c'est-à-dire dont la part des vins rouges est supérieure à 65% du volume vinifié. Il y a 15 sites qui sont à dominante de vin blanc, donc qui produisent plus de 80% de volume en blanc. On a regroupé tout ce qui est vinif en blanc, en rosé et les vins effervescents. Et 8 sites sont mixtes. On a aussi réparti ces sites en fonction de la dominante du niveau d'appellation produit. Donc il y a 7 sites qui sont à dominante de régionale, pour lesquels donc, la part des AOC régionales représente plus de 80% du volume. 15 sites qui sont à dominante de communale, donc avec plus de 50% de communale et moins de 30% de cru. 15 sites qui sont à dominante de cru, donc avec une forte proportion de cru. Et 8 sites qui sont mixtes parce qu'ils sont un peu dans différentes catégories. En croisant la couleur et les appellations, on voit dans ce tableau, les couleurs sont dans les lignes et les appellations en colonnes. Donc on retrouve nos 45 exploitations, nos 45 sites. Il faut noter dans ces résultats qu'il n'y a pas de site à dominante de vin rouge en appellation régionale. Donc c'est le fait de l'échantillonnage qui fait ça, mais ce n'était pas délibéré, sauf que du coup ça ne représente pas forcément l'ensemble de la Bourgogne. Et on voit aussi dans ce tableau qu'il y a la catégorie la plus représentée sont des vins rouges à dominante de cru. Donc voilà les résultats de cette enquête. On regarde surtout la partie de gauche qui concerne l'énergie, avec les points couleur bordeaux, et avec un point représente un site enquêté avec son volume vinifié en abscisse et sa consommation d'énergie en ordonnée. L'énergie, c'est cumuler l'électricité, le fioul et le gaz. À retenir sur ces premiers résultats, c'est qu'il n'y a pas de relation directe entre les consommations et le volume vinifié, parce qu'il y a certes des exploitations qui produisent beaucoup et qui consomment beaucoup, mais il y a également des exploitations qui produisent beaucoup moins de vin et qui ont des consommations annuelles tout aussi élevées. Dans un premier temps, j'ai comparé les consommations d'énergie et d'eau en pensant que ça pouvait être lié, du genre il y a des exploitations très consommatrices de tout. Et en réalité, non, en tout cas pas à l'échelle de l'échantillonnage, puisqu'il y a des exploitations qui consomment beaucoup d'eau et peu d'énergie, ou beaucoup d'énergie et peu d'eau. Ensuite, là, il va y avoir 2 séries de graphiques en séparant les sites à dominante de vin blanc et les sites à dominante de vin rouge. Donc là, pour les sites à dominante de vin blanc, on voit sur l'énergie, et c'est également valable sur l'eau, qu'il y a des consommations qui ont tendance à suivre les volumes vinifiés. Par contre, si on prend les sites à dominante de vin rouge, on ne retrouve pas cette situation, c'est plus éclaté. Il n'y a pas de relation directe entre la consommation d'énergie et le volume vinifié. Pareil, si on sépare au niveau des appellations, j'ai regroupé dans ces 2 graphiques les sites à dominante d'appellation régionale et communale, pour lesquels on voit que la consommation d'énergie a une nette tendance à suivre le volume vinifié. Mais je vous rappelle que dans les dominantes régionales, il n'y a pas de rouge. Et si on prend les sites à dominante de cru, pas de relation directe entre les consommations et le volume vinifié, parce que c'est un peu éclaté un peu partout dans le graphique.
Ensuite, là-dessus, j'ai étudié l'incidence du mode d'élevage en cuve ou en fût, en sachant que l'indicateur, c'est une capacité d'élevage en fût qui est calculée à partir du nombre de fûts et du volume de ces fûts qui sont présents sur le site, et la capacité est ramenée au volume vinifié pour être exprimée en pourcentage. Cette capacité d'élevage en fût est très variable d'un site à l'autre. Dans notre échantillonnage d'enquête, elle va de 0 à 226%. Évidemment, 226%, c'est des gens qui ont plus d'un an de vin en fût. Pour les sites à dominante de vin blanc, la capacité d'élevage en fût va de 0 à peu près 80%, avec une moyenne à 15%. Et par contre, pour les sites à dominante de rouge, il y a une plus forte présence de fût, avec des capacités qui vont de 20 à 225%, avec une moyenne autour de 90%. Donc on reprend toujours les graphiques pour exprimer la consommation annuelle d'énergie, la consommation par hecto d'énergie en fonction de la capacité d'élevage en fût. Et on voit que sur l'énergie, il n'y a pas vraiment de tendance. Par contre, sur l'eau, la consommation a tendance à augmenter avec la capacité d'élevage en fût. Les conclusions du coup de cette enquête, c'est que les consommations sont extrêmement variables d'un site à l'autre. En énergie, ça va de 5 à 350 kWh par hecto vinifié. Et en eau, ça va de 0,4 à 17,6 litres par litre vinifié. Donc en eau, par exemple, on est très très loin de la norme, du chiffre qui circule des fois de 1 litre par litre vinifié. Donc il y en a qui sont à moins de ça et il y en a qui sont 17 fois plus. Pour les sites à dominante de vin blanc ou d'appellation régionale ou communale, les consommations ont tendance à suivre les volumes vinifiés. Et ce n'est pas le cas dans les autres cas, en rouge ou en cru. Et les consommations par hecto les plus élevées s'observent pour des sites majoritairement à dominante rouge et à dominante de cru ou appellation mixte. Donc, deuxième partie, c'est de voir les répartitions mensuelles des consommations et de faire des suivis sur plusieurs campagnes. Ce travail a été réalisé sur 4 sites. Donc, ils sont codés V7, V8, V27, E45. Rapidement, une petite description de chaque. V7, c'est un site à dominante, c'est un site totalement vinifié en blanc, à une dominante de cru, et qui est très majoritairement en élevage en cuve, puisqu'il n'y a que 6% de fût. C'est un bâtiment ancien qui a été aménagé successivement, les dernières fois en 91 et 95. Le site V8, c'est un site mixte pour la couleur, à dominante d'appellation régionale, 100% en élevage en cuve, il y a 0% de fût, et c'est un bâtiment récent, construit en 2010, semi-enterré. Et les sites V27 et E45 se ressemblent assez sur leurs caractéristiques, puisque c'est des sites à dominante de vin rouge, de cru et d'élevage en fût à 90%, et des bâtiments des années 80-90, un peu pareil, avec une cave à fût enterrée et une élévation pour la vinif. Ils se ressemblent assez sur les bâtiments. Donc déjà la situation de ces 4 sites dans l'enquête régionale. Donc on retrouve les graphiques comme sur les précédentes diapos, avec en jaune nos 4 sites. Donc on voit tout en bas le V8, qui se retrouve avec des volumes proches vinifiés par V8, E45 et V27, mais avec des consommations très différentes. V8 est en bas, et vous remontez tout droit, vous trouvez E45 puis V27. Et puis l'autre comparaison qu'on peut faire, c'est entre E45 et V7, qui ont des consommations assez proches, alors que V7 produit à peu près 4 fois plus. Alors, on commence par le site V7, sur lequel on a pu faire une répartition mensuelle des consommations. Pour l'électricité, en sachant que l'électricité sert à tout ce qui est réception de vendange, donc c'est 8-10 jours de vendange. Donc je vous rappelle, c'est un site 100% vinif en blanc et en cuve. Donc les mois où il y a des vendanges sont mis en vert, mais les vendanges durent 8 à 12 jours seulement. Il y a également beaucoup de consommation d'électricité pour le groupe de froid, pour le refroidissement des cuves pendant la fermentation alcoolique. On est en vin blanc. L'appoint pour le chauffage pendant la malo, en sachant que le chauffage principal est fait au fioul. Et il y a tous les travaux courants en cave, mais ça ne comprend pas de mise en bouteille, puisqu'il n'y a pas de mise en bouteille sur ce site. À noter sur ce graphique que les consommations vont de 1 à 6 en fonction des périodes.
Les consommations les plus élevées sont pendant la période de vendange et novembre-décembre, donc ça correspond à toute la période vendange-vinification, jusqu'à fin de fermentation alcoolique, voire début de malo. Et les consommations sont les moins élevées en mai, juin, juillet. Ça, c'est pour ce site. Pour le site V8, donc un site mixte pour la couleur, en dominante d'appellation régionale, bâtiment assez récent, semi-enterré. Là, quand on regarde du côté de l'électricité, on a 100% de l'énergie, puisqu'il n'y a que ça comme source d'énergie. Donc réception de vendange, donc en blanc, en rouge, maîtrise de température de FA. Il n'y a pas de chauffage malo dans le cas général, mais il peut y en avoir en exception. Et il y a la climatisation de la cuverie de stockage des vins en cuve, mais c'est une petite partie du bâtiment pour avoir maximum 18 en été. Et par contre, sur ce site, il y a de la mise en bouteille toute l'année. À noter sur ce graphique, donc les consommations sont ramenées à 365 jours parce que les périodes entre deux relevés ne sont pas d'égale amplitude. À noter sur ce graphique, les consommations vont du simple au double en fonction des périodes. On retrouve à nouveau les consommations les plus élevées pendant les périodes comprenant les vendanges. Et vous voyez, il y a un pic début 2014 qui est lié en fait à un chauffage exceptionnel pour faire des malos de rouge. Il fallait absolument faire des malos de rouge dans des délais corrects. Et donc il y a eu un pic de chauffage sur seulement une partie de la cuverie. Et ça a généré en soi, juste ça a suffi pour générer une forte consommation. Pour ce site V8, on peut également comparer les campagnes de vinification en fonction du volume et on regarde la consommation d'électricité par hecto vinifié. Donc on voit sur 2012 et 2013 pour l'énergie, on a des volumes vinifiés qui sont un peu différents et la consommation en énergie, donc enfin en électricité, c'est à peu près du même ordre de grandeur. Donc ça montre sur ce site qu'il n'y a pas non plus un écart, on ne passe pas de 1 à 10 en fonction des années. Passons maintenant au site V27. Donc V27, c'est un site à dominante de vin rouge et de cru et d'élevage en fût. Donc là, on a des résultats pour l'électricité qui sert pour la réception de vendange, toujours. Donc là, on est rouge majoritairement et blanc un petit peu. Il y a un groupe de froid pour faire tout ce qui est débourbage, fermentation des blancs et aussi cuvaison des rouges et climatisation estivale pour le stockage bouteille. Il y a tous les travaux courants en cave et il y a la mise en bouteille qui se passe seulement en été. À noter sur ce graphique que les consommations vont de 1 à 4,5 en fonction des périodes, que les consommations les plus élevées sont en automne, pendant les vinifications, mais aussi en été. Et en été, il y a climatisation, soutirage des fûts, mise en bouteille. Donc ça, c'est un peu la grosse différence par rapport au site précédent. Et les consommations les moins élevées au printemps. Sur ce site V27, on a également les consommations en gaz, qui sert pour le chauffage des vins rouges en cas de macération post-fermentaire, mais ça n'arrive pas tous les ans, pas sur toutes les cuvées, et le chauffage de la cave à fût pour la malo. Donc là, les consommations de gaz, elles sont exprimées en mètres cubes. On voit sur le graphique que les consommations les plus élevées sont toujours entre novembre, décembre et mars, donc ça correspond bien effectivement au chauffage des malos. Le niveau global est variable en fonction de l'année. Et en fait, on constate tout de suite l'effet du changement de pratique parce que sur le millésime 2010, donc avec le chauffage de début 2011, qui est très élevé, en fait, c'était lié à un chauffage entre guillemets de confort. Et le fait d'avoir arrêté cette pratique et de rester à un chauffage strictement lié au malo a permis de grandement écrêter les consommations. Enfin, pour le site E45, donc site dominante de vin rouge et de cru et d'élevage en fût. Donc nous avons un suivi pour les consommations d'électricité, donc toujours réception de vendange. Le groupe de froid sert pour la réception et la cuvaison des rouges, systématiquement. Les mous blancs, la cave fût pour les fermentations en blanc, les rouges après macération finale à chaud et la cuverie d'élevage en été. Il y a également évidemment les travaux courants en cave et à nouveau de la mise en bouteille qui a lieu à nouveau en été. À noter sur ce graphique, donc là les consommations vont de 1 à presque 10 en fonction des périodes, donc c'est un écart important. Les consommations les plus élevées sont en juillet ou en août, donc à des périodes où il y a climatisation, soutirage des fûts et mise en bouteille. Et donc ce n'est pas la période pendant les vendanges qui fait le plus, mais c'est la période estivale. Donc sur cette partie répartition mensuelle des consommations est suivie sur plusieurs campagnes. Les conclusions sont que la répartition des consommations d'un site à l'autre varie
la répartition des consommations au cours de l'année varie d'un site à l'autre. L'amplitude entre les consommations mini et maxi est différente aussi en fonction des sites. Et les activités des sites peuvent expliquer une partie de ces différences, à savoir des consommations estivales élevées en électricité pour les 2 sites qui élèvent en fût et qui mettent en bouteille en été, et le chauffage pour les malots qui peut générer des consommations assez élevées. Les perspectives de ce genre de suivi, c'est de pouvoir évaluer l'impact de la modernisation d'un bâtiment ou des équipements par des suivis de consommation avant-après les travaux. Par exemple, pour le site V7, il y a une dernière rénovation en 2014, donc on va pouvoir, une fois qu'on aura une campagne complète, on va pouvoir comparer si l'isolation et la modernisation des moyens de production a eu un impact positif sur la consommation d'énergie. Et il y a également le site V27 qui est un projet de construction, donc on pourrait envisager de faire aussi des comparaisons avant-après. Passons au 3e point qui concerne un focus sur les sites à dominante de vin rouge élevé en fût, sur lesquels c'est juste des premiers résultats, le travail est toujours en cours. Donc, à partir de l'enquête régionale, il y a un échantillon qui a été identifié sur les critères dominante de rouge et capacité d'élevage en fût supérieure à 50% du volume vinifié, ce qui représente 14 sites qui ont des volumes vinifiés différents. Ça varie pour le plus petit entre 125 et 1000 hectos. Répartition par couleur et appellation produite, donc on voit les répartitions en fonction de Côte de Nuit, Côte de Beaune, Côte Chalonnaise, avec une dominante de cru et dominante en Côte de Nuit. Donc on reprend ces sites avec le graphique pour l'énergie et la consommation annuelle d'énergie. Donc on sait qu'elle est d'origine 100% électrique pour 7 sites et gaz naturel et électricité pour 7 autres sites, donc ça fait un peu des variétés de situations, il n'y a pas de fioul. Et on voit qu'il n'y a pas de lien direct avec le volume vinifié parce que sur le graphique, c'est un peu écarté partout. Les consommations d'énergie sont ensuite rapportées au volume vinifié. Et c'est là où on observe à nouveau ces écarts très importants puisque ça varie entre 7 et 350 kWh par hecto en fonction des sites. Il n'y a pas de lien direct avec la capacité d'élevage en fût. Et du coup, j'ai fait une comparaison en fonction des pratiques de chauffage ou de refroidissement de la vendange, des vins ou des locaux, en étudiant les 3 principaux postes de consommation, tout ce qui se passe pendant la cuvaison des rouges, en froid ou en chaud, tout ce qui se passe chauffage pour la malo, et tout ce qui se passe pendant la régulation de la température pour stockage bouteille. Donc pour chaque site, j'ai affecté un code couleur pour chaque poste, en disant que s'il n'y avait pas d'action thermique, si personne ne chauffe ni ne refroidit, ça fait une couleur un peu vert très clair ou jaune. Une action limitée, ça donne une couleur verte, et une action significative, ça donne une couleur beaucoup plus vert foncé. Et pareil, un code couleur pour la consommation d'énergie, qui est la consommation basse quand c'est orange, la consommation moyenne quand c'est rouge, et la consommation élevée quand c'est rouge foncé. Donc sur le graphique que vous avez là, vous avez donc pour le poste cuvaison, il n'y a des fois pas d'information quand c'est en gris. Vous voyez le premier site, le V22, qui est en haut, il n'a pas d'action de froid ou de chaud pendant la cuvaison, pas d'action de chaud pendant la malo et pas d'action de froid ou de chaud pour le stockage bouteille, et ça correspond à une consommation d'énergie la plus faible puisque c'est eux qui sont à 7 kWh par hecto. On constate sur ce graphique qu'il y a des faibles consommations pour V37 et V35 au vu de leurs pratiques, puisque V37, ils ont quand même des pratiques de chauffage ou de froid importants au moment de la cuvaison et une action limitée au moment du stockage bouteille, et il reste à des consommations tout à fait maîtrisées au niveau 18 kWh par hecto. V35, c'est un peu le pendant, mais avec un peu plus d'action. On a par contre des fortes consommations pour V25, V30, V39, puisqu'ils n'ont pas forcément beaucoup d'action, mais ils ont des consommations élevées ou très élevées. Et il faut quand même noter que V27, qui se situe le dernier dans la liste, il a des consommations diminuées depuis, puisque c'est ce site qu'on a vu avant qui avait une consommation de confort au niveau du gaz pour le chauffage pendant malo. Et ça, ce sont les résultats de l'année où il y a eu ce chauffage de confort. Donc les perspectives de ce genre de suivi, c'est de pouvoir compléter les infos pour pouvoir confirmer le lien avec les pratiques, c'est-à-dire compléter les cases grises, croiser avec la répartition électricité-gaz ou avec la répartition mensuelle pour vraiment clairement identifier la part du chauffage pour la malo, et puis identifier comment V37 et V35 maîtrisent leur consommation pour pouvoir prendre des exemples pour d'autres réalisations.
Et pour finir, les perspectives que l'on peut avoir sur cette étude de consommation d'énergie dans les chais. La première, c'est de pouvoir utiliser le questionnaire de l'enquête comme diagnostic pour situer les consommations, en particulier pour des entreprises qui ont des projets d'amélioration ou de construction ou d'aménagement d'une cuverie. Compléter autant que faire se peut avec un suivi de consommation pour cibler au cas par cas les pistes et les postes à travailler pour réduire les consommations. Préciser quels sont les facteurs qui génèrent les consommations les plus élevées. On a vu que ça pouvait être le côté réception de vendange ou fermentation, le côté malo qui est à étudier, la mise en bouteille, la climatisation. Proposer aussi des moyens pour améliorer l'existant, peut-être l'itinéraire depuis la récolte jusqu'à la mise en bouteille, les pratiques d'hygiène éventuellement, ou les températures de consigne ou d'autres. Et accompagner les porteurs de projets de rénovation de construction, ça peut être dans le choix des matériaux, des équipements, dans l'orientation du bâtiment ou tout autre point qui pourrait améliorer. Merci de votre attention.